Cet accord est un accord entre un trafiquant de drogue et un toxicomane. Et une partie importante de l'élite européenne est dépendante de la drogue sécuritaire des États-Unis. Ils ne peuvent pas se défaire de cette addiction. Et ils ont l'impression que leur seul but est de servir ce type de soumission transatlantique, car il ne s'agit pas d'une alliance. Une alliance suppose une certaine dignité et égalité. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, j'ai de nouveau avec moi Évariste Bartholo. Évariste a été l'ancien ministre des Affaires étrangères de la merveilleuse nation insulaire de Malte, et il a également été membre du Parlement là-bas pendant de très nombreuses années. Désormais, il est aussi un invité régulier de mon émission car il écrit toujours des articles brillants et propose d'excellentes analyses. Son dernier article, son Desmond qu'il a publié dans le Times of Malta, s'intitule « Un mirage de la maison commune ». Les États-Unis se sont toujours opposés à la structure de sécurité pan-européenne, dans lequel il explique pourquoi nous n'avons pas de sécurité européenne commune, incluant également la Russie et la Biélorussie. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Évariste, bienvenue. Bienvenue et merci de me donner l'occasion d'expliquer en réalité plus de 50 ans d'histoire. Car si nous ne revenons pas en arrière, si nous n'essayons pas de comprendre l'histoire, nous ne comprendrons pas où nous en sommes. Précisément. Et c'est un point tellement crucial. Dans cet article, que je mettrai également en lien dans la description et qui est accessible gratuitement à tous, il y a cette photo de Gorbatchev faisant un signe de la main. Bien sûr, la notion de maison commune est restée dans les mémoires comme cette idée que Gorbatchev a défendue avec beaucoup de force, qu'au cours des années 1990, nous allions créer un cadre de sécurité commun, incluant en fait aussi les Américains, et que nous allions réellement collaborer et non pas nous opposer les uns aux autres. Comment avons-nous perdu cette chance? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans une situation pire qu'au plus fort de la guerre froide? Je pense que si nous étudions attentivement les documents qui ont été mis en ligne dans les archives de la sécurité nationale, ce sont désormais des documents officiels sur ce qui a été discuté au sein du cabinet américain et lors de réunions bilatérales entre dirigeants européens et américains, cela devient très clair. Et ce fut une véritable découverte pour moi, car j'étais sous l'illusion, et je dois dire que parfois, les illusions nous aident à faire face à une réalité difficile. J'étais sous l'illusion que les choses étaient bien meilleures, il y a 50 ans, lorsque l'acte d'Helsinki a été signé, pour parler de sécurité coopérative en Europe et tenter de la mettre en place. Une sécurité qui rassemble économie, environnement, droits de l'homme et droits politiques. Human rights, political rights. And then I thought that somehow things went wrong. Et puis j'ai pensé que, d'une certaine manière, les choses avaient mal tourné après la chute de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. Lire ces documents et les analyser montre en réalité que non, dès le début, en 1975, les États-Unis ne croyaient pas à l'accord d'Helsinki. On peut le voir dans un cas, je crois que c'était juste une semaine après la signature à Helsinki, où Kissinger dit au cabinet « Ne vous inquiétez pas, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas un traité, ce n'est qu'un document. Et nous l'avons fait en quelque sorte pour faire plaisir aux Européens, surtout comme un clin d'œil à la gauche qui voulait construire cette sécurité coopérative, essayer d'instaurer la détente à cette époque. » Évidemment, à cette époque, c'était la détente. Et il est intéressant de voir qui étaient les personnes qui poussaient à la détente, vous savez, pour établir une relation de travail entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est.
Ce qui est également intéressant, c'est que même l'Union soviétique à cette époque reconnaissait que les États-Unis pouvaient jouer un rôle important dans la sécurité coopérative en Europe. C'est pourquoi elle a accepté que les États-Unis soient signataires de cet accord. Mais je le répète, depuis le tout début, je dirais même depuis la fondation de l'OTAN, les États-Unis ont toujours privilégié l'OTAN comme principal instrument de leur politique en Europe. Ainsi, on n'a jamais vraiment donné à la CSCE et même à l'OSCE une chance, parce qu'il y a là une grande collision entre l'OTAN et l'OSCE. L'OSCE est inclusive, elle inclut tout le monde. L'OTAN est exclusive, l'OTAN veut s'opposer aux autres. Donc la décision d'élargir l'OTAN signifiait que l'on écrasait, que l'on tuait l'OSCE. Et il n'y a jamais eu le moindre doute, à aucun moment au cours de ces 50 dernières années, sur ce que les États-Unis allaient faire. Les présidents passent, les secrétaires d'État passent, mais il y avait une priorité particulière qu'ils donnaient. Ce devait être l'OTAN. Et je pense, Pascal, que ce qui est intéressant, c'est cet épisode particulier où Helmut Kohl est invité par Bush à Camp David pour discuter des arrangements de sécurité. Et il lui a dit, écoute, il n'y a aucune chance qu'une Allemagne unifiée quitte l'OTAN. Parce que la Russie disait, oui, unifions l'Allemagne, mais il vaudrait mieux qu'elle soit neutre, plutôt que membre de l'OTAN. Et les Américains ont répondu, il n'en est pas question, nous n'accepterons jamais cela. Alors Kohl est invité à Camp David, et Bush lui dit, viens seul. Ne viens pas avec ton ministre des Affaires étrangères, parce que ton ministre, Hans-Dietrich Genscher, était l'une des rares voix à dire encore, construisons une architecture de sécurité européenne commune qui devrait être plus large que l'OTAN. Parce que si l'OTAN est plus large que la CSCE, quel genre de « si c'est une alliance militaire contre quelqu'un d'autre », ce n'est pas du tout inclusif. Donc Genscher est en fait exclu de cette réunion, et ils sont en colère contre lui. Ce qui est intéressant, c'est que Bush et Kohl sont tous les deux en colère contre lui. Ainsi, dans cette histoire, les Européens sont tout aussi complices. Une partie des élites européennes, je dirais surtout au début, le centre droit, en particulier les chrétiens démocrates. Je pense que ce sont surtout les chrétiens démocrates allemands qui sont complices dans cette histoire. Les Français ont essayé de préserver une certaine autonomie pour l'Europe, ont tenté d'adopter une position différente. Mais même, je dirais, et ce sera peut-être un langage fort, ce que je vais dire maintenant, même dans le dernier soi-disant accord entre le président Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'accord ressemble à celui entre un trafiquant de drogue et un toxicomane. Et une partie importante de l'élite européenne est devenue dépendante de la drogue sécuritaire des États-Unis. Ils ne peuvent pas se défaire de cette dépendance. Et ils ont l'impression que leur seul but est de travailler pour ce type de soumission transatlantique, car il ne s'agit pas d'une alliance. Une alliance suppose une certaine dignité et égalité. Mais je pense que, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils reconstruiraient l'Europe occidentale, la reconstruiraient à leurs conditions, la reconstruiraient aussi pour en faire des marchés très importants pour leur industrie et leurs exportations. Mais ils ne voulaient pas que l'Europe occidentale se développe au-delà d'un certain stade. Oui, ne soyez pas dépendants de nous. Ne nous demandez pas tout le temps de l'argent de poche, mais ne devenez pas non plus un individu indépendant qui quitte notre relation pour faire ce que vous voulez, même si c'est dans votre intérêt. Ainsi, à maintes reprises, l'OTAN a en réalité été utilisée pour maintenir les membres dans le rang. Car, bien qu'au fil des années, on parle de la menace soviétique et d'invasion, si l'on étudie l'histoire de l'OTAN, c'est davantage pour contrôler les membres que pour tenir quelqu'un à distance.
Car lorsque, par exemple, ils disent « Nous ne voulons pas de missiles sur notre territoire », la réponse est « Non, souvenez-vous, vous êtes membre de l'OTAN. » Et en particulier, les Allemands se voient dire « Si vous n'acceptez pas de missiles sur votre territoire, qui d'autre en Europe va les accepter ?» Alors s'il vous plaît, non seulement vous devez être membre de l'OTAN, mais vous devez aussi accepter ce que nous vous imposons, car la France n'est pas toujours docile. Mais si l'on regarde, par exemple, les démocrates chrétiens italiens, ils ont tout de même essayé de construire une sorte de politique étrangère indépendante, où ils auraient une certaine marge de manœuvre pour établir de bonnes relations avec l'Afrique du Nord, avec les pays arabes, avec le Moyen-Orient, avec les pays du Golfe. Les États-Unis n'étaient pas contents. Et j'ai trouvé cette remarque assez intéressante. Récemment, je lisais l'autobiographie de Willy Brandt, où il dit que Kissinger a en fait déclaré « Vous savez, nous préférons avoir les Européens comme des nains individuels plutôt que de les voir devenir un géant. » Autant que possible, nous voulons qu'ils soient des nains, afin que nous puissions jouer Berlin contre Paris, Paris contre Londres. Donc, nous voulons une Europe unie. Mais encore une fois, une Europe unie, une Europe occidentale unie, où elle n'est pas vraiment unie, car les États-Unis n'ont jamais été satisfaits lorsque les Européens parlaient d'une seule voix, lorsqu'ils parvenaient à parler d'une seule voix. Il a donc toujours été très important pour eux d'avoir une Europe désunie, qui est devenue encore plus désunie avec l'élargissement aux pays baltes et aux pays d'Europe de l'Est, puis avec le discours sur la Nouvelle Europe et la Vieille Europe. La Nouvelle Europe, qui fait davantage ce que nous disons, et la Vieille Europe, qui essaye parfois d'avoir son autonomie stratégique et sa souveraineté stratégique, qui aujourd'hui sont devenues presque ridicules. On ne devrait même plus en hâter. Et il faut souligner, Dieu nous en préserve, du point de vue américain, qu'une Europe unie inclut la Russie, car alors tout est fini. Donc même simplement une relation commerciale avantageuse avec la Russie et une relation de sécurité énergétique sont littéralement des choses qu'il faut faire exploser et qui ont été effectivement détruites. Ainsi, la guerre en Ukraine, dans ce sens, coche plusieurs cases, n'est-ce pas? À plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui sert les intérêts stratégiques de certains groupes en Amérique. Et je ne voudrais jamais attribuer cela à tout le monde. Nous savons que la plupart de nos collègues américains sont des humanistes très bien intentionnés. Mais il y a aussi ces néoconservateurs et les Kissinger. Je ne dirais pas que Kissinger est un néoconservateur, mais je dirais que Kissinger fait partie de ces géostratèges au cœur très froid qui raisonnent selon ces lignes nationalistes. Mais ce que j'aimerais approfondir avec toi, c'est ce point auquel je n'avais jamais pensé. En fait, pendant la guerre froide, nous avons eu deux occasions d'avoir une Allemagne unifiée et neutre. Et les deux fois, c'est la CDU qui a tout fait capoter. Je veux dire, la première fois, c'était Adenauer. Sans Adenauer, en réalité, les Américains auraient dit oui. Parce que Eisenhower était favorable. Il n'était pas opposé à l'idée proposée par Staline d'une Allemagne réunifiée et neutre. Et puis la deuxième fois, c'était Kohl, avec Bush, qui se sont opposés à l'idée en disant, à la place, vendons l'idée qu'une Allemagne unifiée au sein de l'OTAN est bénéfique pour l'Union soviétique. Et Gorbatchev l'a accepté. Gorbatchev a accepté cela, il l'a avalé et a dit, d'accord, si elle n'est pas neutre, au moins elle est dans l'OTAN. C'est bien défini, et pas un pouce plus à l'est. C'est tellement triste. C'est tellement triste. J'avais un ami ambassadeur qui était basé à Moscou, et il est devenu ami avec Gorbatchev lorsque, évidemment, il n'était plus dans la vie publique. De plus, nous avons une relation émotionnelle avec Gorbatchev et avec Bush dans une certaine mesure,
Parce qu'il y a longtemps, c'est dans les mers agitées de Malte que la première discussion sur une maison européenne de sécurité commune a eu lieu. Mais cela a été discuté du point de vue de Gorbatchev. Il n'y a absolument aucun signe, aucune preuve, aucun indice que Bush ait jamais adhéré à cette idée. En fait, lorsque Gorbatchev parlait encore de « créons une maison de sécurité commune » et volontairement, je ne fais même pas entrer en jeu Eltsine. Donc, je parle encore du bon gars. So I'm still talking about the good guy, and everyone was saying he is a good guy. Et tout le monde disait que c'était un type bien. Gorbatchev était un type bien, et on pouvait faire affaire avec lui. Il aime la paix. Il veut sauver le monde de la guerre nucléaire. Il est prêt à accorder des libertés politiques à ses anciens, disons, membres du bloc. Mais ils n'ont jamais cru à l'espoir d'une sécurité commune. Et même Baker, quand on regarde ces discussions, dans les entretiens en tête-à-tête, et qu'ils baissent la garde, donc ils n'ont pas à parler de façon diplomatique, c'est-à-dire dans le langage officiel et diplomatique, qui, quand on l'analyse, ne veut rien dire. Même Bush, à un moment, dit « Écoutez, la CSCE, c'est un rêve. L'OTAN, c'est la réalité. Alors, ne parlons pas de rêve. » Mais il voulait s'assurer que le rêve qui n'était qu'un rêve ne devienne jamais réalité. Alors qu'avec l'OTAN, il voulait en réalité que l'OTAN devienne plus forte. Même à l'époque où l'on se demandait, même en Europe de l'Ouest, certains ont eu le courage de dire « Écoutez, l'Union soviétique a dissous le pacte de Varsovie. Alors pourquoi l'OTAN existe-t-elle encore? Pourquoi avons-nous besoin de l'OTAN? Eh bien parce que l'OTAN était un outil des États-Unis pour s'assurer qu'ils garderaient le continent européen, ou le sous-continent européen, sous leur domination. Et ils voulaient s'assurer de pouvoir utiliser l'OTAN comme un instrument de dépendance structurelle, de soumission structurelle. Donc, à aucun moment, ce qui était, je dirais, duplice, et je pense même que c'est de la perfidie, c'était de donner à Gorbatchev l'illusion qu'ils allaient dans son sens. Ainsi, il tenait un discours avec Gorbatchev et un autre avec les dirigeants d'Europe de l'Est comme Walesa, Václav Havel. Il parlait différemment à ses dirigeants. En toute confidentialité, il leur disait « Ne vous inquiétez pas, nous allons élargir l'OTAN et vous en ferez partie. » D'un autre côté, il disait à Gorbatchev « Non, 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 nous vous tiendrons informés en permanence. Nous ne voulons pas diviser l'Europe à nouveau. Nous voulons vous inclure. » Et pour être juste, il y avait des personnes influentes dans l'entourage de Gorbatchev, comme Falin, par exemple. Et même Shevardnadze, qui disait à Gorbatchev « Cela ne sent pas bon du tout. Ils nous mènent en bateau. Ils nous disent une chose, mais nos services de renseignement nous indiquent en réalité qu'ils se préparent à élargir l'OTAN. » Et le plan initial du département de la Défense, pas du département d'État, était « Élargissons l'OTAN d'ici 2005. D'ici 2005, même l'Ukraine devrait en faire partie. » Donc le plan existait, Pascal. Oui, mais il faut aussi souligner qu'aux États-Unis, ce n'était pas une affaire conclue. Je veux dire, des personnes comme Jack Matlock, qui est déjà intervenu sur cette chaîne et qui était l'ambassadeur américain en Union soviétique, ont travaillé avec Gorbatchev et en fait avec Bush pour éviter une guerre civile. Et ça, ils l'ont réussi, n'est-ce pas? Ils l'ont fait. Et Matlock était fermement opposé à l'élargissement de l'OTAN. Il faisait partie de ce camp-là. Mais le fait est, aux États-Unis, cette faction a en réalité perdu le débat. C'est l'autre camp qui l'a emporté. C'étaient les gens qui manigançaient à l'époque, mais ce n'était pas joué d'avance. Donc si les proches de Gorbatchev l'ont mis en garde contre ce risque, ils l'ont averti d'un risque réel, mais pas d'un risque déjà acté. C'est arrivé ensuite. Je veux dire, cela a été scellé sous Clinton. Et probablement aussi, l'incroyable faiblesse dans laquelle la Russie allait sombrer a dû jouer un rôle là-dedans. Avez-vous trouvé dans les archives des éléments qui montrent aussi l'évolution de ce débat interne américain sur la manière d'avancer?
Yes. So 2 points. Oui. Number one, the Donc point 2 points. you've just made now Premièrement, of the United States, le point que vous venez de soulever à propos des États-Unis, il serait intéressant d'analyser que le même processus se produisait au sein des pays européens. Il y avait des responsables politiques qui voulaient entretenir ce type de relation de subordination avec les États-Unis pour ce qu'ils considéraient comme des raisons de sécurité. Je dirais que c'était plus que de simples raisons de sécurité. C'était parce qu'ils sentaient que le monde changeait, que l'Europe s'affaiblissait, et que la seule façon de conserver une certaine forme de domination et de primauté était de s'accrocher aux basques des États-Unis. Les États-Unis restaient une puissance dominante, et la seule manière qu'ils voyaient pour l'Union européenne d'avoir une relation significative était de faire exactement ce que faisaient les États-Unis. C'est tellement triste. To do completely what the United States was doing. This is so sad. There were other Europeans who wanted to take Il y avait d'autres Européens qui voulaient emprunter une autre voie, qui souhaitaient que l'Union européenne entretienne de bonnes relations avec les États-Unis, évidemment, mais aussi avec la Chine, même avec la Russie, même avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Cela existait. Mais au fil des années, encore une fois, ceux-là ont perdu. Ceux qui voulaient cet engagement plus large ont perdu le débat. Et ceux qui ont gagné étaient les mêmes qui s'alliaient avec les États-Unis, qui voulaient ce type de relation. Et du point de vue de l'Union soviétique, il y avait clairement des hommes politiques russes qui disaient à Gorbatchev, et je pense que Yeltsin en était encore plus convaincu que Gorbatchev, que les Américains n'accordaient aucune attention à ce que disaient les Russes. Donc, encore une fois, sur le plan diplomatique, il disait aux Russes, « Nous ne vous considérons plus comme un ennemi. Vous savez, vous étiez des ennemis dans le passé, mais vous êtes des partenaires pour l'avenir. » Mais ce n'était un peu de sucre pour faire passer la pilule amère. Parce que même lorsqu'on observe la discussion qui a lieu, par exemple, entre le premier secrétaire général de l'OTAN, après l'effondrement de l'Union soviétique, Manfred Wörner, et le président de la Douma, à la fin d'un discours de 15 minutes où Wörner lui dit « Nous voulons que vous soyez nos partenaires », le président de la Douma lui répond « Mais ne pensez-vous pas que nous devrions avoir un dialogue plutôt que des leçons ? Est-ce cela le partenariat ? » Que vous veniez ici nous dire que vos trois outils maintenant vont être la CSCE, puis l'Union européenne et ensuite l'OTAN. Et en réalité, il était très clair que c'était l'OTAN. Et en fait, aujourd'hui, ils ont transformé l'Union européenne en OTAN. On ne peut plus faire la différence entre l'OTAN et lui-même. Vous savez, même lorsque von der Leyen, évoquant l'accord qu'elle a conclu sur le terrain de golf en Écosse, lors de la même conférence de presse, parle à la fois de l'accord et de l'OTAN. Ce sommet de l'OTAN, c'est comme si, parce qu'ils sont tellement liés, la sorte de soumission à laquelle l'Union européenne s'est attachée vis-à-vis des États-Unis la plonge dans un chaos. Et c'est un problème. C'est un problème parce que je dirais que le principal problème de l'Union européenne, c'est elle-même. Elle est tellement faible qu'au lieu de s'attaquer douloureusement à ses problèmes économiques et politiques, elle accuse la Russie. Elle accuse même les États-Unis, au lieu de se regarder en face et de se dire « Écoutez, nous sommes encore trop attachés au passé, même sur le plan économique. Même si l'on analyse l'économie allemande aujourd'hui, quel avenir a-t-elle face à la technologie? Et quand l'Union européenne aujourd'hui est sous pression, non seulement des États-Unis, mais aussi de la compétitivité, tant technologique qu'en termes de prix, de la Chine, de l'Inde émergente et du Brésil. Mais l'Union européenne doit apprendre l'humilité pour traiter avec ces différents pays sur un pied d'égalité et non plus en leur dictant sa conduite comme elle le faisait auparavant. Et je pense que c'est encore pire pour les Européens que de subordonner leur propre politique étrangère à celle des États-Unis.
Parce que si l'Europe a historiquement été mauvaise dans un domaine, c'est bien dans l'acceptation des non-blancs, des non-européens comme partenaires égaux. Oui, en effet, il se passe quelque chose de racial. Et le sergent là-bas dit, non, non, vous vous y prenez mal. Et même si nous avons tout ce discours sur l'équité, bla, 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 ils ne prennent pas cela au sérieux. Je veux dire, si vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, si vos valeurs sont différentes, alors vous êtes automatiquement rejeté comme l'autre qu'il faut combattre, et non comme le partenaire avec qui il faut collaborer. Je pense que ce qui est également intéressant, et cela a refait surface récemment, c'est la façon dont les États-Unis, en particulier les néoconservateurs, souhaitent une Europe faible et désunie. Et Trump a en fait transmis ce message. Et pour être juste, c'est un peu différent de ce que disait Obama. Obama disait au Royaume-Uni, « Si vous quittez l'Union européenne, vous serez en fin de file. » Trump, lui, a dit au Royaume-Uni, « Maintenant que vous avez quitté l'UE, je vous placerai en tête de file. Et l'accord que j'ai conclu avec vous est meilleur que celui que j'ai conclu avec l'Union européenne pour vous. Parce que même en termes de droits de douane, ils sont en réalité plus bas. » C'est intéressant, car je pense que cela révèle quelque chose sur lequel nous devons sérieusement réfléchir. Autrefois, nous nous disions que nous nous réunissions parce qu'ensemble, nous serions plus forts que l'État-nation. Aujourd'hui, l'Union européenne, ensemble, est plus faible que l'État-nation. Elle est plus faible que l'État-nation. Si l'on regarde aussi comment le Canada, le Japon, le Brésil, sans même parler de la Chine, évidemment, gèrent leurs relations avec les États-Unis, ils sont en réalité plus faibles. Donc un bloc de 27 pays, dont Macron lui-même dit, je crois de façon théâtrale, nous n'avons pas obtenu un bon accord parce que les États-Unis ne nous craignent pas. Personne n'a peur de l'Union européenne. No one is afraid of the European Union. I mean, of course, no one is afraid of the European Union. The European Union. Bien sûr, personne n'a peur de l'Union européenne. L'Union européenne n'est plus prise au sérieux parce qu'elle est tellement faible. Et comme je le répète, au lieu d'affronter les dures réalités auxquelles elle doit faire face pour rendre son économie compétitive, pour produire des biens adaptés au marché européen et au reste du monde, elle se replie dans cette relation très servile. Et à moins que cela ne change, l'Union européenne va avoir de très graves problèmes parce qu'elle va devenir de plus en plus ingouvernable. L'économie va en souffrir davantage. Et quel genre de relation va-t-elle avoir avec l'Inde? Quel genre de relation va-t-elle avoir avec 86% de l'humanité? Parce qu'en même temps, elle veut se confronter à la Chine. C'est une stupidité au-delà de l'imagination. Mais Évariste, à ce stade, notre ami Glenn Diesen, a écrit tout un livre sur le fait que l'Europe redécouvre enfin qu'elle n'est que la péninsule occidentale de l'Eurasie, n'est-ce pas? Qu'il existe un tout autre contexte géopolitique dans lequel l'Europe pourrait et devrait s'inscrire, et une nouvelle appréciation de ce à quoi ressemble le monde, une appréciation transcontinentale plutôt que transatlantique. Mais à ce stade, nous avons le plus grand obstacle sur la voie de cette nouvelle vision du monde, en particulier du monde multipolaire, qui n'est plus dominé de manière hégémonique. C'est le fait que nous avons maintenant un réseau d'élites créé depuis presque 80 ans. En réalité, près de 500. Et j'en ai parlé avec une jeune chercheuse, Bonilla, sur cette chaîne. Elle a brillamment montré dans un article comment ces réseaux d'élites sont créés de manière à favoriser la prochaine génération de dirigeants des différents partis, etc. Et comment ils sont tous transatlantiques. Donc peu importe que quelqu'un vienne de la CDU, du SPD, de la gauche ou de la droite, ils sont tous formés dans le même type de réseau d'élite, également dans le monde des affaires, etc. En réalité,
Les intérêts de ce groupe, c'est un petit groupe, mais très significatif, sont bien plus étroitement liés à Washington qu'au continent européen, ou disons à l'Est ou à l'Afrique au Sud. À ce stade, c'est une question sociologique pour moi. It's a sociological question to me at this point. At when do these structures break up? Quand ces structures se désagrègent-elles? Parce que nous avons connu des situations similaires avec l'Union soviétique, n'est-ce pas? Toute la direction, etc., des membres du pacte de Varsovie étaient liés à Moscou. Et si l'on regarde la Mongolie, tous les élites mongoles de votre génération ont été formées à Moscou, naturellement, non? C'est ainsi que fonctionnent ces systèmes satellites. Les élites sont ensuite élevées au centre. Et nous avons encore en Europe une élite qui est formée au centre, de l'autre côté de l'Atlantique. Que pensez-vous, d'après votre analyse et vos recherches? Est-ce que cela va se désagréger bientôt? Ou bien, parce qu'à ce stade, cela semble très résilient en tant que système en réseau? Resilient as a network system. I would say that the network is very strong. And I think Je dirais que le réseau est très solide. Et je pense, même sans me référer à aucune étude, je peux vous dire d'après ma propre expérience, en observant mes collègues en Europe, à quel point, en raison du facteur âge, cela est important. J'ai remarqué que plus on est jeune, plus on est vulnérable. Pour une raison très simple. On a encore la vie devant soi. On souhaite encore faire carrière. Donc, même si l'on est ministre des Affaires étrangères de tel ou tel pays, on se demande, que va-t-il se passer après la fin de mon mandat? Dans quel think tank vais-je entrer? Dans quelle université? Quelle université américaine? Quelle institution américaine est-ce que je vise? Est-ce que je deviendrai un envoyé spécial quelque part? Will I become a special envoy somewhere? So, when you are taking a position, Donc, lorsque vous prenez position, vous ne pensez pas à la façon dont ça va affecter l'Europe à long terme, ni à la façon dont ça va affecter mon peuple à long terme. Les travailleurs de mon pays, l'industrie de mon pays. Est-ce que ça nous rend plus souverains? Décidons-nous vraiment par nous-mêmes? Je pense que la priorité principale, c'est personnellement ma carrière. Quelle position dois-je adopter pour la faire avancer dans les années à venir? Et je pourrais citer des noms pour montrer comment ces personnes sont absorbées dans ce réseau redoutable que vous venez de mentionner, qui devient alors une chaîne de commandement. Parce qu'en réalité, c'est une sorte de, on parle de chaîne d'approvisionnement, et du fait que nous ne devons pas avoir de chaîne d'approvisionnement dépendante dans le monde des affaires. Le réseau dont vous parlez ressemble à une chaîne d'approvisionnement dans l'élaboration des politiques et en politique. Et oui, il est toujours solide. Il est toujours solide. Je pense qu'il atteindra un point de crise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il atteindra un point de crise, tout comme ces économies de l'Union européenne qui n'innovent pas et ne changent pas. Et c'est un grand débat qui a de nouveau lieu en Allemagne. Comment allons-nous innover? Parce qu'ils sont en train de perdre du terrain en dehors de ce fait. Et c'est aussi intéressant, Pascal. Si vous regardez les documents rendus publics dans les archives nationales de sécurité, une des principales priorités était ne laissez pas les Allemands et les Russes se rapprocher à nouveau. Cela figurait-il également dans les archives de la sécurité nationale? Je pensais que c'était seulement Brzezinski qui avait écrit à ce sujet. Non, non, non. Il existe même des documents de politique qui vous disent explicitement « Nous ne devons à aucun prix laisser l'Allemagne et l'Union soviétique » et il mentionne spécifiquement la Russie, être en bons termes. Nous devons toujours nous assurer que leur coopération... En fait, ils n'aimaient pas Brandt. Ils n'aimaient pas Brandt. Ils n'aimaient pas Palm. Ils n'aimaient pas les personnes qui voulaient une architecture de sécurité coopérative pour l'Europe. Ils ne voulaient pas d'une Europe de sécurité commune, d'une maison de sécurité commune, non seulement de la part de Gorbatchev, mais même pas de la part des Européens. Et je vous l'ai dit,
Kissinger disait souvent à Ford et à Bush, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'un document. On essaie juste d'être un peu gentil avec la gauche européenne. » Mais littéralement, vous savez, vous n'avez même pas besoin de le défendre au Congrès. Nous n'avons même pas à le défendre au Congrès, nous n'avons même pas à en discuter au Congrès, parce que c'est une sorte d'accord tacite. Eh bien, dans une certaine mesure, comme l'entente entre Trump et von der Leyen, parce que, encore une fois, c'est désormais acté. Oui, mais c'est une mauvaise représentation de ce que c'est. Et peut-être que c'est ainsi que Kissinger a essayé de minimiser la chose. Parce que la CSCE et les accords d'Helsinki de 1975 sont clairement le début de la fin de la guerre froide, car ils ont restructuré l'ensemble des relations européennes, en s'éloignant de la pure compétition et de la confrontation, pour aller vers quelque chose de plus utile, en fait, et une voie de dialogue qui n'existait tout simplement pas. Ce n'était tout simplement pas le cas. Et cela a effectivement porté ses fruits par la suite. C'était la première fois depuis 1945 que tous les grands dirigeants étaient à nouveau assis à la même table. Mais oui, on peut voir qu'il y avait ces forces aux États-Unis, et probablement partout, qui pensaient que ce n'était pas la voie à privilégier. Ce n'est pas une domination totale. Pascal, dans une certaine mesure, n'est-ce pas le même type d'attitude envers les Nations Unies? Oh oui. Et il y a une charte, il y a une institution, il y a une structure. Mais lorsqu'il s'agit de prendre les décisions les plus importantes, vous ne vous souciez pas de ce que dit l'ONU, de ce que dit la Charte des Nations Unies. Parce qu'en réalité, même ce que fait la CSCE, c'est de mettre en œuvre au niveau régional ce que la Charte des Nations Unies dit sur l'égalité des nations, sur la coopération, sur l'évitement. La CSCE a véritablement fait progresser les droits de l'homme. Et oui, l'Occident viole aussi horriblement les droits de l'homme, ce discours-là. Ils le font constamment. Mais on peut voir aujourd'hui comment cela a fait avancer les choses. Une dynamique que la Russie et la Chine reprennent en disant « Non, 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 nous ne sommes pas contre cela. Nous sommes en fait en faveur du droit international humanitaire. Et les droits de l'homme sont aussi quelque chose que nous ne contestons pas publiquement, même s'ils n'agissent pas en conséquence. » Mais cela a tout de même permis de faire progresser l'idée d'un échange structuré et de normes communes. Mais ce qui est intéressant, Pascal, à partir de ces documents également, et parce que ces documents ont été rendus accessibles par les États-Unis, provenant de bureaux présidentiels et de bibliothèques, et qu'un certain nombre d'entre eux sont en fait des documents russes, on peut voir comment des experts russes conseillaient Gorbatchev et Eltsine, et je pense finalement Poutine, même si ces documents ne sont pas encore disponibles. Il leur disait, écoutez, ils utilisent le panier des droits de l'homme et des questions humanitaires comme un outil géopolitique contre nous, non seulement en ce qui concerne l'Europe de l'Est, mais aussi l'Asie centrale. Ils vont nous encercler à nouveau. Il est intéressant de noter que déjà dans les années 90, on faisait référence au fait que les États-Unis utiliseraient le volet humanitaire pour éloigner des pays comme l'Azerbaïdjan et d'autres de l'Union soviétique. Donc cela ne se passait pas seulement sur le front européen, mais aussi en Asie centrale. C'est donc intéressant. C'est pourquoi je pense qu'une étude de ces documents est pertinente, car avec le recul, on pourrait dire « Ah, c'était évident que cela allait arriver. » Non, c'était pas évident. Non, non, ce n'est absolument pas évident. Si ça l'était, cela ne se serait pas développé de cette manière. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons réellement à comprendre ou à apprécier la complexité de cela. Enfin, le réseau d'élite qui a été encouragé, un pilier de l'hégémonie, n'est-ce pas? Le réseau d'ONG
qui depuis que le National Endowment for Democracy a été retiré de la CIA, a été chargé de promouvoir ces formes de mécanismes de contrôle de la société civile partout. Et cela a fonctionné pendant 40 ans. Nous sommes en train de l'apprendre, de le découvrir seulement maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis étaient, juste une chose, des maîtres dans l'art de l'emballage. J'ai moi-même vécu cela. En tant que journaliste, on m'a dit qu'il y avait un cours intéressant organisé par le Centre avancé de journalisme africain à Tunis, auquel je devrais assister. Je m'y suis donc rendu en 1984. Et une fois sur place, je suis allé au bureau lorsqu'on nous a appelés. Il y avait 70 journalistes sélectionnés du monde entier. Je venais de Malte, mais il y en avait d'autres d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Nous allions suivre ce stage de 2 mois à Tunis sur le journalisme d'investigation et la qualité du journalisme. Nous avons découvert qu'en réalité, il était organisé par une fondation politique allemande et par l'UCIS américaine. Ils travaillaient donc ensemble. Au début, ce n'était pas clair. So they were working together. At first, it was not clear, but then all our lecturers were American. Mais tous nos professeurs étaient américains. Tous étaient américains. Et 3 d'entre nous ont été choisis pour aller à l'université de Stanford. Et j'étais l'un d'eux. Donc, j'ai vu cela en action. Ce qui est intéressant avec l'éducation américaine, c'est qu'elle te pousse à réfléchir, à penser, et ensuite, tu peux l'utiliser pour analyser ce qui se passe. Pour moi, cela m'a donné une expérience très intéressante, personnelle et directe, de la façon dont fonctionnent ces réseaux dont nous parlions. Parce qu'ensuite, tu dois décider, tu sais quelles sont les règles du jeu. Vas-tu y participer pour ton propre avantage, ou as-tu pris conscience de cela et tu l'intègres alors dans ton analyse de la façon dont ces jeux se jouent? J'ai choisi la seconde option. Mais c'est justement pour cela que la version américaine de l'hégémonie est si brillante, parce qu'elle ne fonctionne pas par la coercition directe. C'est un mélange de jeux d'intérêt et de masse. Gramsci, Pascal. Gramsci, coercition et consentement. Et la plupart des choses dont nous parlons sont le résultat de la culture du consentement. Vous savez, le fait que l'Union européenne soit prête à se montrer subordonnée aux États-Unis, c'est en grande partie du consentement, pas de la coercition. Cela rend donc votre question plus difficile à répondre. Et vous savez, ce qui est génial dans une démocratie, c'est qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir une bonne majorité parmi les personnes qui comptent. Donc, il s'agit vraiment de cibler la bonne part du gâteau pour ensuite bénéficier de cet effet de réseau grâce auquel les institutions vous suivent et agissent d'une manière avantageuse. Ce n'est même pas un complot. C'est simplement jouer intelligemment et encourager les bonnes forces aux bons endroits. C'est tout. Et la fabrication de la peur devient importante, parce que vous savez, c'est pour cela qu'on exagère la menace russe, que la Russie va envahir, afin que vous acceptiez ce que nous faisons avec les armements et le réarmement. Et l'un des sujets de discussion que j'apprécie particulièrement avec les jeunes diplomates, lorsque je donne des conférences, c'est d'aborder cette peur. Comment nous fabriquons la peur? Pourquoi il est important de parler de l'ennemi aux portes? Car cela vous aide à oublier les problèmes internes, ce qui se passe à l'intérieur des murs. Et vous essayez de rallier vos critiques à votre cause en leur disant « Soyons unis, car il y a un ennemi aux portes ». Mais aussi, comment tout cela est fabriqué et ancré dans notre mentalité, même lorsque nous regardons les cartes. Et ils me regardent un peu « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et je leur dis « Vous savez, les cartes sont fabriquées. » Maps are manufactured. They are not. There's nothing automatic about having. Il n'y a rien d'automatique dans le fait de placer l'Europe au centre des cartes que nous utilisons, de la rendre plus grande quand cela nous arrange et plus petite quand ce n'est pas le cas.
Par exemple, les cartes des années 50 montraient l'Union soviétique en réalité plus grande qu'elle ne l'est, afin de la présenter comme une menace très importante. Regardez la petite Europe. Si vous consultez certaines cartes de l'OTAN des années 50, vous verriez effectivement l'Union soviétique, qui n'avait pas besoin d'être agrandie, puisqu'elle est déjà assez vaste, représentée comme encore plus grande que l'Europe de l'Ouest. Tout cela pour vraiment amplifier la menace. Mais au-delà de cela, même si nous sommes sur un globe et que le globe n'a ni haut ni bas, la façon dont la carte est dessinée place l'Europe et les États-Unis en haut et les autres continents plus bas. Le problème est donc de s'assurer qu'il y ait une division entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. C'est important pour que cela continue. Et une chose qui montre à quel point Gorbatchev prenait tristement conscience de ce qui se passait, c'est qu'il répétait, suppliant depuis une position très faible, « Vous divisez à nouveau l'Europe. Vous reconstruisez un nouveau mur. Vous savez, vous ramenez la division. Ce n'est pas la maison de sécurité commune que nous voulions bâtir du Portugal à la Russie et au-delà. C'est tellement triste. » La faiblesse ressort de façon très claire. Et en privé, Bush dit à Cole, même certains de nos Américains ici n'arrivent pas à comprendre. Bush dit à Cole, vous savez, nous avons vaincu l'Union soviétique. Nous parlons donc d'une puissance vaincue, vous voyez, d'une puissance vaincue. Alors, pourquoi devrions-nous respecter une puissance vaincue? Ils sont une puissance vaincue. Et c'est ainsi que nous allons les traiter. Cela a évidemment été dit à huis clos à Camp David. Officiellement, c'était « Nous pouvons travailler avec Gorbatchev, nous aurons un partenariat États-Unis, OTAN, Russie, nous serons ensemble, nous veillerons à vos intérêts, ne vous inquiétez pas. » Mais tout cela n'était que des paroles. Dans la réalité, le plan qui était appliqué méticuleusement était « Élargissons l'OTAN et faisons de la CSCE. » D'accord, elle existe, elle a parfois servi à quelque chose, mais elle n'est certainement pas plus importante que l'OTAN. Donc la CSCE aurait dû être l'ensemble, non? Et l'OTAN, au mieux la partie. Mais la partie est devenue le tout. Oui, mais cela explique très bien. Les gens demandent parfois, où est la CSCE? Pourquoi n'en entendons plus parler? La réponse, c'est qu'elle a été vaincue. Je veux dire, la CSCE était un contre-concept à la gestion du continent européen, et elle a perdu face à l'approche de l'OTAN pour la gestion du continent. Et c'est pour cela qu'elle a disparu. Elle est inutile d'un point de vue systémique. Sinon, c'est l'autre qui serait parti. Donc c'est un symptôme. Mais encore une fois, Pascal, c'est intéressant. Ce qui ressort de ces documents, c'est que des hommes politiques et des diplomates russes disent aux Américains que leur investissement et toute cette énergie consacrée à l'OTAN vont détourner l'attention, l'énergie et les ressources de la CSCE et de l'OSCE. Oui, mais nous ne l'avions pas compris à l'époque. Nous ne l'avions pas formulé en ces termes. Donc même les Russes ne pouvaient pas le formuler en ces termes. Mais ils l'avaient vu venir. Je dois dire que quelques-uns d'entre eux l'avaient anticipé. Oui, mais en Amérique, je veux dire encore une fois, George Kennan et Jack Matlock, ils avaient tous vu cela venir. Une question cependant, puisque tu lis ces documents et que tu sais aussi que même Bush a argumenté de manière très clivante. C'est Bush qui s'est tenu à la Verkhovna Rada en Ukraine en août 1991, leur disant « Vous ne devriez pas vous séparer de l'Union soviétique. L'Union soviétique devrait rester unie. » Alors pourquoi? Pourquoi cela? Parce que c'est l'un des points où l'on peut dire « Non, les Américains ne voulaient pas le résultat qui s'est finalement produit. » Mais d'une certaine manière, une fois que c'est arrivé, ils étaient contents de s'y adapter. Mais peux-tu expliquer cette date cruciale de 1991?
But Pascal, as you yourself said, even when we're Mais Pascal, comme tu l'as toi-même dit, même lorsqu'on parle de l'Europe ou des États-Unis, on ne parle pas d'un bloc homogène où tout le monde a la même voix et la même ligne. Donc je pense que de ce point de vue, Clinton doit assumer la responsabilité de ce qui s'est passé, je pense plus que Bush. carry the responsibility for what happened. I think more than Bush. Yeah, but you said Oui, mais tu as dit que dans les documents, on peut déjà voir comment Bush, tu sais, tenait un double discours. speaking out of both sides of his mouth, but then when it But came not, to but not specifically about Ukraine. Mais pas spécifiquement à propos de l'Ukraine. Certainement à propos des pays baltes, de la Pologne, de la Hongrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une discussion où Lech Wałęsa de Pologne et Václav Havel de Tchécoslovaquie. Wałęsa dit à Bush, ne faites pas confiance aux soviétiques, ne faites pas confiance à Gorbatchev, parce que d'une main, ils auraient un stylo, de l'autre, une grenade. Václav Havel répond, non, 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 non. Ne voyez pas les choses ainsi. Nous devons avoir une bonne relation avec l'Union soviétique. We must have a good relationship with the Soviet Union, however much we transform our relationship. Aussi profondément que nous transformions notre relation avec eux, et quoi qu'il arrive à la Russie, nous devons entretenir une bonne relation. Mais qui a gagné? Ce n'était pas Václav Havel, c'était Lech Wałęsa. Ainsi, le processus que vous observiez du côté américain se produisait également du côté européen. Et aujourd'hui, le réseau et l'élite qui ont survécu jusqu'à présent sont ceux qui ont œuvré pour la situation actuelle, où nous sommes à nouveau confrontés à une division aussi profonde entre l'Europe et la Russie. Nous devons voir comment les choses vont évoluer, car c'est tellement triste, et cela ne devrait pas être ainsi. So sad, and it doesn't have to be like this. no, it doesn't. But it also like just puts us into our Non, own place, right? ce n'est pas le cas. You and I, we're just Mais cela nous replace aussi à notre juste place, non? the people who Cela signifie que toi et moi, nous ne sommes que la dernière génération de personnes à penser comme Václav Havel. within our Et de l'autre côté, au sein de nos propres communautés, il y a les Lech Wałęsa, qui voient les Russes de manière totalement différente. take these other Par conséquent, ils prennent d'autres mesures. Puis ils coopèrent avec ceux qui offrent la meilleure affaire pour les armes et t'absorbent dans l'autre camp, n'est-ce pas? subsuming you into the other camp, right? The difference now, Pascal, is obviously that the world. La différence aujourd'hui, Pascal, c'est évidemment que le monde a beaucoup changé, que l'Europe a encore décliné et qu'elle est plus faible, et qu'à un moment donné, il y aura un retour à la réalité où l'Union européenne, pour avoir un avenir, devra réinitialiser sa relation avec le reste du monde, y compris la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Amérique latine et l'Afrique. Est-elle prête à le faire? Si elle n'est pas prête à réinitialiser cette relation, le déclin de l'Union européenne sera plus dramatique, avec des conséquences douloureuses pour les millions d'Européens vivant dans nos pays. For the millions of Europeans living in our But countries. it might also be like sociologically inevitable at this point. Il se peut aussi que ce soit sociologiquement inévitable à ce stade. Si les réseaux et autres structures qui ont été mises en place sont si profondément enracinées, alors nous ne pouvons pas en sortir. La question devient alors, à quel moment les États-Unis seront-ils prêts à sacrifier leur continent d'alliés pour combattre les Russes? Ce que l'on observe en Ukraine à petite échelle, on pourrait le reproduire à l'échelle de toute l'Europe. Et nous commençons à voir comment la militarisation du continent européen s'opère dans ce but précis. Créer une méga-Ukraine, afin, une fois de plus, de s'opposer aux Russes. One more time, push against the Russians. But what is contradictory at the same time is Mais that ce qui est contradictoire en même temps, c'est que dans une sorte d'accord entre Trump et von der Leyen a accepté, même si ce n'est pas clair. Tout d'abord, elle n'a pas le mandat pour le faire, car il s'agit d'un accord où peut-être ni Trump ni von der Leyen n'ont le mandat nécessaire. Même le pouvoir de Trump d'utiliser désormais les considérations de sécurité nationale pour imposer tous ces tarifs est contesté devant les tribunaux, bien que la Cour suprême, si elle est saisie, finira peut-être par statuer en sa faveur. Mais il est certain que von der Leyen n'a pas le mandat de négocier au nom des États membres, qu'il s'agisse des approvisionnements énergétiques,
des investissements des entreprises privées ou de l'achat d'armements aux États-Unis. Si l'Amérique doit fournir la majorité des armements que les Européens souhaitent, comment vont-ils construire leur propre complexe militaro-industriel? Parce qu'ils pensent que le complexe militaro-industriel va relancer leurs économies. Je veux dire, est-ce que cela a un sens sur le plan économique? Laissons de côté la question de la paix, de la guerre, etc. Est-ce que cela a un sens sur le plan économique? Cela ne semble pas avoir de sens sur le plan économique. Eh bien, j'ai une logique selon laquelle cela a du sens lorsque l'on met en place un keynésianisme militaire qui appauvrit ensuite la population. Mais une population appauvrie est utile si l'on veut une grande masse à envoyer dans les tranchées, n'est-ce pas? Parce que le seul qui peut encore payer quelque chose, c'est l'armée. Donc, une jeunesse appauvrie, particulièrement appauvrie, est en réalité quelque chose avec laquelle ce type de système guerrier peut fonctionner, ou préfère fonctionner, plutôt qu'avec une population bien éduquée et bien nourrie. Donc malheureusement, j'y vois une certaine logique. La question pour moi c'est, quand cela arrivera-t-il? Allons-nous suivre cette voie? Est-ce le suicide? Mais même cela est discutable. Il y a une discussion intéressante. J'ai beaucoup de respect pour Kishore Mahbubani, le diplomate singapourien chevronné, qui affirme en fait que la plupart des produits du complexe militaro-industriel américain sont conçus pour mener la dernière guerre, pas la prochaine. Ils veulent donc produire plus de chars, avoir plus de porte-avions. Or, même la guerre en Ukraine nous montre que la nouvelle guerre ne se mènera pas de cette façon. Ce ne seront pas les chars, ceux-ci seront des cibles faciles. Un porte-avions est aussi une cible facile face à des missiles hypersoniques, face à des drones. Alors, quel modèle militaire l'Union européenne va-t-elle adopter lorsqu'elle reconstruira son complexe militaro-industriel? Parce que Kishore Mahbubani avance un argument très convaincant. Même en ce qui concerne le complexe militaro-industriel américain, il produit des armes selon sa propre logique de profit plutôt qu'en fonction des besoins stratégiques du XXIe siècle. Donc même cela est discutable et il n'y a pas de débat à ce sujet. Non. Et nous découvrons également que même le complexe militaro-industriel américain a ses limites. Et l'une de ces limites, c'est que les États-Unis se sont aussi désindustrialisés au cours des 30 dernières années et manquent désormais du savoir-faire nécessaire pour y parvenir. En plus, ils ont besoin de ces foutus aimants venant de Chine. Oui. Et c'est pas quelque chose que l'on peut régler très rapidement. Exactement. Exactement. Mais c'est pour cela, Pascal, quand on parle de l'avenir du monde, c'est pour cela que nous avons besoin de coexistence. À ce stade, je ne dirais même pas à quel point il serait bon d'avoir une coexistence pacifique. Au moins, ayons une coexistence non pacifique, tu vois. Mais nous avons besoin de coexistence, car l'alternative, comme on dit, c'est la non-existence. Et même économiquement, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour les ressources. Nous avons besoin les uns des autres pour les chaînes d'approvisionnement. Nous avons besoin les uns des autres pour les marchés. Alors, comment peut-on, et j'ai du mal à comprendre, comment peut-on avoir des dirigeants d'entreprise qui affirment que la seule activité commerciale que nous devrions mener doit se faire avec nos amis, avec un cercle restreint d'amis? J'ai entendu un discours de Lagarde et de Janet Yellen à ce sujet, disant qu'à partir de maintenant, nos échanges devraient se limiter à un panier choisi et étroit d'amis. Mais, qu'est-ce qui m'échappe quand j'entends ces propos? Comment ce panier d'amis, s'il ne représente qu'un faible pourcentage de l'humanité et des pays du monde, peut-il vous fournir les ressources dont vous avez besoin, les marchés dont vous avez besoin, la technologie? Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'ignorance.
Quand on pense que le monde se résume à l'Europe de l'Ouest et à l'Amérique du Nord, quand on pense cela, alors, eh bien, c'est ça, le monde. Et on revient aux cartes. Mais Évariste, nous devons conclure. Je tiens à te remercier vivement pour ta belle analyse. Ton article dans le Times of Malta sera lié dans la description ci-dessous et nous reparlerons bientôt. Merci beaucoup, Évariste. We will talk soon again. Thank you very much, Everett. Bonne chance. Au revoir. Bye bye.